Bonjour Michel Aguilletta. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Ouest et vous avez signé la note intitulée « Après la COP21, mobiliser la finance pour la croissance soutenable » pour le compte du think tank Terra Nova. Dans cette note, vous appelez l'Europe à se lancer dans un grand plan d'investissement dans l'efficacité énergétique et la préservation de l'environnement, un plan qui irait bien au-delà de ce qui est pour le moment prévu par le plan Juncker. Alors l'un des objectifs, c'est bien sûr de sortir de la croissance atone qui commence à inquiéter sérieusement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien avec la COP21. Première question, en quoi cette COP21, qu'est-ce qui figure dedans qui pourrait pousser l'Europe à se lancer dans ce grand plan d'investissement énergétique? Bon, d'abord, il faut dire que deux choses qui sont sur des questions, l'une historique et l'autre sur les enjeux de ce siècle. La première, c'est que lorsque il y a des crises de longue période, comme nous avons, c'est qu'un régime de croissance a atteint ses limites et que c'est toujours une nouvelle révolution industrielle qui fait repartir le capitalisme sur d'autres voies. Et l'autre élément qui vient avec, c'est donc qu'il y a en effet une prise de conscience qui commence à arriver, malgré les difficultés liées notamment à différents lobbies des énergies fossiles, qui est que nous sommes devant un enjeu mondial qui est une menace pour la civilisation humaine, et qui est la question climatique. Il y a des problèmes environnementaux beaucoup plus généraux, mais la question climatique devient décisive. Et l'intérêt de la COP21, c'est d'avoir pris conscience de ce problème en disant que ce n'est pas un problème uniquement de négociation interétatique, mais que ça engendre, ça doit mobiliser toutes les sociétés. Et c'est ça qui va, et parmi les acteurs qui sont les acteurs qui devront jouer un rôle pivot, la finance est au premier rang. C'est enfin écrit pour la première fois depuis le début, c'est-à-dire depuis 1992, où ont commencé ces différentes conférences annuelles intergouvernementales. Alors comment est-ce qu'elle doit se transformer, cette finance ? Alors, comme vous le savez, sans doute, comme tout le monde le sait malheureusement, la finance de marché a abouti à une catastrophe qui est une crise systémique majeure qui a commencé en 2008, mais qui est toujours en cours. On le voit on a vu à travers l'Europe, à travers la crise grecque et ses conséquences, et on le voit maintenant à travers les pays émergents, donc elle devient mondiale. Et les caractéristiques essentielles de cette finance, d'une auto-expansion illimitée. Je donne simplement un chiffre. En 1980, vous aviez le commerce international et la finance internationale en termes de volume de flux qui circulent transfrontières. Le volume des flux commerciaux, le volume des flux financiers était comme on pouvait le penser, puisque la finance sert au niveau international à financer le commerce, à peu près de même importance, c'est-à-dire le même montant par rapport au PIB mondial. Depuis 1980, vous avez eu une double expansion, celle du commerce international, qui a augmenté 2 fois plus vite que le PIB mondial jusqu'en 2010. Mais en 2010, les flux financiers transfrontières étaient 9 fois le commerce. Ce qui veut dire qu'il y a un décollage complet de cette finance et qui, de notre côté, ne finance pas l'investissement, puisque l'investissement en productif est trop faible partout, décline partout, en termes de poids par rapport au PIB des différents pays. Et par conséquent, cette finance-là n'a plus du tout de capacité de se structurer par rapport à un horizon de long terme et par conséquent de financer des investissements de long terme. Et vous soulignez la nécessité de changer les règles prudentielles et comptables. Alors bien entendu, mais ça, on n'est pas le seul, je veux dire, mais c'est quelque chose qui est en route. Sauf qu'elle est en route en sens contraire. C'est-à-dire que la manière dont le risque systémique est maintenant traité à travers les mécanismes de régulation consiste essentiellement à ne pas faire la différence entre des différents acteurs financiers. Les compagnies d'assurance sont de plus en plus traitées comme des banques. Et par conséquent, pour y mettre des règles dites prudentielles, on bloque évidemment la possibilité de prendre des catégories de risques qui sont des risques réels de l'investissement réel. Il se passe ce qui devait se passer, c'est-à-dire que les banques sont en effet plus sûres peut-être qu'elles l'étaient,
mais elles font encore moins, si vous voulez, de financement de l'économie et du crédit qu'elles faisaient avant. Pareil pour des acteurs comme les compagnies d'assurance, qui normalement, n'ayant pas des problèmes de liquidité à court terme à leur passif, puisqu'ils ont des engagements suffisamment connus, contractuels et longs, des engagements de retraite, eh bien, on leur dit qu'il faut valoriser les actifs qu'ils ont à la valeur de marché. C'est-à-dire qu'on introduit la volatilité du court terme dans la structure des bilans. Et par conséquent, on les induit à ne pas faire d'investissement risqué. Donc, aujourd'hui, la régulation va en sens contraire de ce problème. Et alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne peut le faire, vous voyez, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour éviter que le risque systémique soit, en quelque sorte, un risque qui revienne tout le temps. Eh bien, il faut distinguer des catégories d'investisseurs. Il faut distinguer des catégories d'acteurs financiers. Et donc, il faut restructurer la finance par rapport à l'homogénéité qu'elle tente à avoir sous le contrôle, en fait, des marchés financiers. Alors, vous allez même plus loin puisque vous proposez la mise en place de certificats carbone qui seraient délivrés par des agences indépendantes et qui pourraient être échangés par les entreprises contre de la liquidité. Alors, expliquez-nous le mécanisme. Alors ça vient donc il faut revenir au résultat de la COP 21. La COP 21 a deux textes. Un texte qui sont ce qu'on appelle des directives, qui sont d'application immédiate, et un accord pour après 2020. Et il y a des choses très importantes dans les deux. Dans les directives, il y a la chose essentielle, c'est-à-dire reconnaissance d'une valeur sociale du carbone. Ça veut dire qu'on reconnaît que faire des investissements productifs qui abattent des quantités données d'équivalent en gaz à effet de serre a une valeur sociale, a une valeur pour la société. Qui n'est pour le moment pas prise en compte. Et donc cette valeur pour la société n'a pas existé jusqu'ici. Et donc elle doit maintenant s'exprimer dans des plans de réduction des gaz à effet de serre que les gouvernements prennent en charge. Et deuxièmement, dans une valeur qu'ils annoncent, c'est-à-dire il y aurait un prix, disons, notionnel en quelque sorte, du carbone qui permettrait à tous ceux qui veulent faire des projets d'investissement de calculer leur rendement en fonction de ce prix. Vous voyez pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est une valeur sociale, en quelque sorte, c'est-à-dire toute la société bénéficiera du fait que le climat et derrière ça, la pollution seront réduites, et que le problème du climat ne dérapera pas dans des divergences qui deviendront des bifurcations catastrophiques. Ça, la société en bénéficie, mais les acteurs privés ne le voient pas individuellement, et par conséquent, ils n'ont aucune incitation. S'il n'y a pas un repère sous la forme d'une valeur, ils n'ont aucune incitation à prendre eux-mêmes individuellement le risque qu'il faut pour faire des investissements dans le sens qui est favorable à la société. Ce qu'on appelle en économie des externalités. Et la valeur sociale du carbone est là pour réduire ce gap entre le rendement pour moi, l'investisseur qui tente de faire le projet, c'est-à-dire je suis un entrepreneur qui veut améliorer les bâtiments, par exemple, et puis la société dans son ensemble, qui, elle, en bénéficie certainement. Et donc, cette réduction se fait par cette notion de valeur sociale du carbone. C'est le premier point. Deuxième point, il faut financer ça. Et il faut que les projets d'investissement puissent être, en quelque sorte, alors certifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets d'investissement sont examinés une fois qu'ils sont faits, et on est capable, des agences indépendantes avec des compétences pour cela, sont capables de calculer les volumes de gaz à effet de serre qui ont été évités, et la multiplication de ces volumes par cette valeur unitaire du carbone définit une valeur monétaire. Et cette valeur monétaire, c'est un actif par conséquent. Ce qui veut dire qu'il y a, et c'est quelque chose de très intéressant, un actif qui est réel. Le fait de réduire les gaz à effet de serre, c'est un actif réel, mais c'est un actif négatif qu'on ne voit pas. Et il faut donc le faire reconnaître par la société par ce mécanisme. Dernière question, Michel Aglietta, pour amorcer ce virage vers cette finance climatique, entre guillemets, sur quelles institutions financières faut-il s'appuyer ?
Et donc, il faut forcément deux types d'institutions. Hein. Celles qui permettent de faire les crédits, d'initier le type d'investissement en question, et celles qui permettent, disons, de canaliser l'épargne dans des instruments financiers qui portent le risque sur le long terme. Les premiers, il me semble que... alors, les banques commerciales peuvent rentrer dedans, mais pas toutes seules, pour les raisons qu'on a dit. Il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent garantir, en effet, que ces projets vont aller au bout, quoi, en quelque sorte. Et moi, à mon avis, ce sont des banques de développement, des banques publiques de développement, qui ont la mission de faire ça. Leur mandat, c'est bien des mandats d'investissement pour la société. Deuxièmement, elles n'ont pas de liquidité au passif puisqu'elles n'ont pas de dépôt et elles ont un capital qui est un capital public qui normalement doit être solide. Elles peuvent par conséquent émettre elles-mêmes des titres longs sur les marchés obligataires. Et ces banques de développement, c'est quoi? Des banques multilatérales comme la Banque européenne d'investissement, des banques nationales comme en France la Caisse des dépôts, la BPI, Banque publique d'investissement, et il faut qu'elles soient mises en réseau. C'est là qu'il faut aller au-delà du plan Juncker. À l'échelle européenne. Mise en réseau à l'échelle européenne, sous un monitoring de la Banque européenne d'investissement. Et donc, il faut qu'elles aient elles-mêmes une garantie d'État. Et donc, vous voyez, quel est le rôle de l'État? Mettre en place, à mon avis, en Europe, c'est l'ensemble des États. Oui. Par rapport à leurs intentions de la COP21, c'est ça qui est important. Mettre en place cette valeur sociale du carbone, dire je fais pendant 5 ans, puisque la COP21 a dit ce sont des périodes de 5 ans sur lesquelles on va travailler et où on va ensuite regarder les résultats. Sur 5 ans, l'Union européenne doit décider de combien de millions de tonnes de CO2 elle veut abattre. C'est en quelque sorte un plan. Elle définit une garantie publique à partir d'un budget, qui à mon avis devrait être un budget fondé sur une taxe carbone, pour garantir les financements par rapport à des erreurs qui se passeraient dans la certification, etc. Et l'autre catégorie, c'est des investisseurs institutionnels. En effet, les banques qui feront ces crédits seront remboursées par les entreprises de leurs crédits qui leur donneront ce crédit certifié. Donc le crédit certifié, il faut que les banques puissent le mobiliser. Deux possibilités de mobilisation, soit directement par la Banque centrale, ces crédits devenant des collatéraux pour obtenir du refinancement standard, soit en mobilisant l'épargne de long terme des investisseurs institutionnels, et à ce moment-là, il faut ce qu'on appelle une titrisation. Et cette titrisation, ceux qui doivent le faire, c'est sûrement pas des banques d'affaires, comme on a vu ce qu'elles faisaient dans la titrisation. C'est mal terminé. Ce sont des banques publiques de développement. Et cette titrisation définira des catégories de titres, dont les tranches dites seniors, seront prises par les investisseurs institutionnels qui sont en manque de titres à long terme sûrs. Merci beaucoup Michel Eglietta pour cette présentation très complète, et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie sur le site de Terra Nova où votre note est en téléchargement libre. Merci beaucoup Michel Eglietta.